Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle thématique. On va faire de la philosophie. Attention, ne partez pas. Je vous vois partir, restez. Ça va être très intéressant. Alors, vous le savez, l'idée éditoriale de ma chaîne, c'est apprendre en s'amusant. On va essayer de rendre la philosophie abordable, ludique, pour un peu vous donner envie d'explorer un peu cette discipline qu'on n'a jamais fait sur YouTube, qui est très rare, en tout cas chez des youtubeurs. Pour l'instant, mon souvenir, c'est 8 au bac. Voilà, et ben, c'est mon dernier souvenir de philo. Je crois que j'ai eu 10 et c'était peut-être la matière sur laquelle j'ai eu le plus de mal. Peut-être parce que j'ai peut-être pas eu les bons profs. Peut-être parce que je citais Balavoine. Et aujourd'hui, alors vous les avez entendus, pour m'accompagner dans cette vidéo, j'ai besoin de personnes divertissantes, j'ai besoin des sages, des freudiens peut-être. Moi, je suis très platonicien, on en parlera dans la vidéo. On a évidemment Lucas Studio qui est là. Bonjour à tous, très heureux, j'ai toujours adoré la philo au lycée. L'année que j'ai faite, j'ai adoré, donc je suis très content d'être là. On a Pierre Cross. Moi, je suis très aristocrate, j'aime beaucoup Aristote. Si, je suis fan d'Aristote. Et on a Léo. Non, Léo, il va être fort. Léo, il va être fort en philo. Non, mais Léo, il est chaud, Léo, t'es très chaud. J'adorais la philo au lycée, mais la philo ne m'a pas aimé au bac, parce que pareil que Pierre, j'ai eu 8, je crois, juste comme ça, alors que je croyais avoir tout compris. Après, peut-être qu'on n'est pas tombé sur les bons profs, on n'est peut-être pas tombé là sur les bons sujets. Non, j'avais pas révisé. Ah bah, J'avais pas révisé. Et messieurs, dames, pour nous accompagner dans cette vidéo, on va avoir une personne qui est dans mes oreilles depuis plus de 2 ans maintenant, et qui, je dois le dire, que je vois tous les lundis soirs maintenant, au lundi philo. Attends, il est dans ton oreille, En fait, il est plus présent que ton père, là, pour l'instant. Vous êtes amants. Et ça fait plus d'1 an que j'essaie de caler ce tournage. On a aujourd'hui Monsieur Charles Pépin, bienvenue. Bonjour à tous les 4. Aujourd'hui, pour rendre la philosophie abordable, on va aborder des thématiques, des sujets un peu existentiels de la philosophie, mais qui nous parlent tous. Le bonheur, le passé, l'échec, qu'est-ce qu'une vie réussie, la liberté, la beauté. Et vous allez nous guider tout au long de cette vidéo. Vous allez peut-être nous accompagner, nous proposer votre vision aussi des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Avec plaisir. Et je vous propose qu'on commence. Léo, t'as dit un truc? Moi, j'avais juste une question pour accrocher les gens, etc. Charles, est-ce que vous pourriez nous définir très simplement ce que c'est la philosophie? Très bon Alors point. oui, c'est une bonne question. Je dirais que c'est une manière de vivre plus intensément. C'est une manière de mieux ressentir ce qu'on ressent, de mieux comprendre ce qu'on comprend. En gros, de vivre plus fort, j'ai envie de dire. Mais s'il y avait un prof qui m'avait dit ça quand j'étais au lycée, j'aurais kiffé encore plus. Ça pourrait être une chanson de Johnny Hallyday. Pour commencer cette vidéo, je vous propose qu'on aborde la première thématique de cette vidéo, qui est le bonheur. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, vous pouvez aussi vous questionner, parce que je pense que c'est une vidéo qui va questionner les gens. Mais il faut que j'explique le concept. Ah oui. Parce qu'on n'a pas le concept de la vidéo, c'est que pour la première fois, et je préfère vous le dire Charles, c'est très rare, ils ont eu des devoirs à faire. Je te jure, j'avais l'émotion du lycée où je me suis dit, il faut que je m'y prenne un peu en avance, je le fasse bien et tout. J'ai retrouvé des émotions que j'ai pas vécues depuis des années. Et donc on a dû préparer des choses, par exemple là sur le bonheur, on a chacun écrit nos visions du bonheur. Et le jeu, c'est que on doit deviner qui a écrit quoi. Et voilà, on va s'attribuer des points pour savoir si on se connaît bien entre nous. Petite distinction par rapport à la psy, parce que nous on a fait une vidéo avec une psy, c'est que on va afficher des propositions au tableau, mais il n'y aura pas 4 propositions, il y en aura 5. Oh! Comme ça permet un peu de... Parce que forcément, nous on va reconnaître notre proposition, donc à la fin il va rester qu'une chance sur 3, etc. Donc ça c'est un peu la continuité, etc. Je vous propose de commencer par le bonheur, et Charles, vous allez lire les propositions. Très bien, je prends ça, c'est ça? Exactement, donc... Alors, première proposition, le bonheur, c'est trouver le juste milieu entre ne pas avoir trop et ne pas vouloir plus. C'est quand même assez technique comme définition. Moi, je vous proposerai un truc plus simple tout à l'heure, mais bon, je note. Deuxième définition, le bonheur est comme un chat sauvage que tu essaies de caresser. Plus tu le poursuivras avec précipitation, plus il te fuira. Alors que si tu l'attends calmement sur le canapé, il viendra peut-être te voir. Autrement dit, plus tu cherches directement et consciemment à atteindre le bonheur, plus il t'échappera. Ça, c'est une citation Facebook, ça, je reconnais ça. J'ai vu en 2016, ça. C'est en fait c'est plus classique dans l'idée. Il y a l'idée que si tu le cherches pas, tu le trouveras davantage que si tu le cherches. Léo considère que toute définition, il y aura au moins 8 phrases. Attends, on va voir. Alors là, on a un sage. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Ça c'est une image Facebook aussi pour moi. Non, mais ça existe dans l'idée. Elle a été remixée, mais ça... L'idée en tout cas que le bonheur c'est le chemin et pas le résultat du chemin, c'est pas une idée très révolutionnaire, mais elle est quand même intéressante. Il défonce tout le monde de manière très sage. Là, il y a quelqu'un qui est en train de transpirer dans sa tête, là. Mais en tout cas, on peut se dire que le bonheur est une sorte d'état d'accomplissement et que peut-être quand on voit l'état du monde dans lequel on vit, en fait, on peut pas avoir cette sérénité et le simple fait de se rapprocher de cette sérénité, c'est peut-être déjà le bonheur. D'accord. On enchaîne. Le bonheur ne peut apparaître qu'avec un sentiment
sentiment d'absence totale de malheur et d'inquiétude. Oh, Lucas Ah Studio. ouais, tellement studien ça. Il a pris le contraire. Le bonheur, c'est l'inverse du malheur. Ouais, c'est ça. Donc, définition négative du bonheur, c'est une définition du bonheur comme absence de trouble. Évidemment, c'est pas très moderne. Nous, on veut plus que ça. On veut pas simplement ne pas souffrir, on veut plus. iPhone 15 et tout. Non mais pardon, je fais un peu de vision matérialiste de la philo, mais... Surtout que là, il y a le malheur dans la définition, donc il faudrait peut-être définir le malheur pour être plus clair. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que du coup, on arrive à deux grandes définitions du bonheur. Soit le bonheur, c'est une sorte d'état de tranquillité. On va dire ça, c'est le bonheur des anciens. Donc je sais pas lequel d'entre vous est là, mais c'est un ancien. En tout cas, il y a quelqu'un qui est assis d'une certaine manière qui me fait penser à un sage, mais... Mais le bonheur des modernes, qu'on pourrait opposer au bonheur des anciens, c'est plutôt une quête. Donc on pourrait dire ça, c'est le bonheur comme état, bonheur des anciens, par opposition au bonheur des modernes, qui est la quête, le désir, l'ambition. Oh, c'est passionnant. C'est stylé, hein. Qu'est-ce que l'audace, c'est ça. Ouais. Et attends, attendre son chat sur le canapé, c'est moderne ou c'est ancien? C'est ni l'un ni l'autre, ça c'est autre chose. C'est le bonheur comme disponibilité. Il y a l'idée que si tu cherches trop le bonheur, au fond ça va t'échapper parce que le fait de trop le chercher va faire qu'il va te fuir. D'ailleurs, qui disait le but c'est pas le bonheur, mais de se rendre digne du bonheur? Faut balader, je crois. C'est Kant. Ça, c'est Kant qui disait ça, Kant baladé. Et ça rejoint un peu cette image-là. L'essentiel n'est pas de se rendre heureux, mais de se rendre digne du bonheur. Quand Kant dit ça, il veut dire qu'au fond, ce qui compte, c'est de bien se comporter et que le bonheur viendra par surcroît comme une récompense du fait qu'on s'est bien comporté et qu'on a été quelqu'un de moral. Il place la morale au-dessus du bonheur pour lui. Exactement. D'accord, ok. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse intéressante, soit on vise le bonheur dans la vie, soit on vise autre chose. Par exemple, je sais pas, la justice, la morale. Mais dans ce cas-là, on va redéfinir le bonheur comme étant la justice, comme étant la morale. Donc si on voulait vraiment réfléchir, on dirait est-ce que le bonheur c'est le bonheur ou est-ce que le bonheur c'est autre chose qu'on va rebaptiser bonheur? Moi j'aime bien ça. Ça, ouais, ça j'aime bien ça. Moi, je vote pour Charles. Et ça, ce qui est intéressant, le bonheur est comme un chat sauvage que tu essayes de caresser, c'est une invitation à sortir de la crispation volontariste. C'est-à-dire en gros le quand tu veux, tu peux. C'est une idée très à la mode aujourd'hui avec beaucoup de coachs sur internet qui disent vas-y, il faut que tu mettes les moyens au service de la fin, mais elle marche pas pour le bonheur. C'est quelque chose qu'il faut saisir, qu'il faut accueillir quand ça vient. Et dans mon livre sur la confiance, là, Allez, tu trouves beau. celui-là, j'explique que justement la condition de la confiance en la vie, c'est d'être disponible à ce qu'on n'attend pas. Et donc j'ai l'impression que là, il y a un philosophe de la disponibilité. Là. Ok. Et enfin, le bonheur, ce sont les petites joies du quotidien. Le bonheur n'est pas tant le produit des grands coups de bonne fortune qui arrivent rarement, mais celui des petits avantages qui ont lieu tous les jours. Je me suis ennuyé à la moitié. Donc là, messieurs, je vous propose de prendre vos petites ardoises et de positionner les têtes en fonction de c'est qui bien vous fait, pensez. ça. Mais bien sûr. D'accord. Et voilà, bien de la Bravo prod. à la prône, hein. Franchement, moi je vais aller sur mon instinct. Le chat c'est Léo. Non, je pense que c'est trop naze pour que ce soit Léo, ouais. Léo, c'est sûr, t'as un tote bag avec ça. Tu vois, avec écrit souris à la vie te sourira. Pierre, je te vois nulle part là-dessus. Oh, je l'ai pas fait moi. Ah, ok. Putain, mais en vrai, c'est trop dur. C'est vraiment dur, mais après, les gars, c'est juste histoire de rendre le truc un peu rigolo, mais on s'en fout des points. Hein. Si, non, tu joues très premier degré, t'as envie de gagner, toi. Non, en vrai, franchement. Bon, allez, moi je fais comme ça. Allez, c'est parti. Vas-y. Bon, qui a dit le bonheur, c'est trouver le juste milieu entre avoir trop et ne pas vouloir plus? Moi, j'ai mis Lucas. Moi, j'ai mis Fred. C'est pas moi. C'est Pierre? C'est moi. Ah, c'est vrai. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même? Ouais, bien sûr. C'est intéressant que je vous explique. C'est quoi le terme dont vous parliez tout à l'heure, des anciens et des nouveaux La quête. Les modernes voient le bonheur comme un projet, quoi, et les anciens comme un état auquel on peut accéder. Eh ben, c'est intéressant parce que moi, je me suis placé un peu entre les deux. Par exemple, le temps. Si on en a trop, on s'ennuie. Si on n'en a pas assez, on est frustré sur nos projets. Quand on est dans le juste milieu, eh ben, on est plus heureux parce qu'on ne s'ennuie pas et on n'est pas en précipitation. D'accord, oui, donc c'est pas. Dans ce cas-là, vous êtes quand même un sage ancien, plutôt. Ouais, plutôt Parce un que ancien. les anciens Grecs disaient que le juste milieu est un sommet. Oh. C'est pas mal. C'est le bonheur. Et ils appelaient ça la mésotesse, ça veut dire le juste milieu. Et du coup, c'est intéressant parce que nous, on va dire les modernes, pour nous, le sommet, c'est un sommet. Et eux, ils disaient que toute vertu est à égale distance de deux excès. On va prendre un exemple. Par exemple, c'est quoi le courage? Bah, si on est moderne, on dit le courage, c'est de faire ça, de se battre, etc. Et eux, ils disent le courage, c'est un juste milieu entre deux excès. Il y a un excès qui est la lâcheté, et l'autre excès, c'est la témérité, la tête brûlée. Le courage, c'est quand on est dans le juste milieu. Donc voilà, Pierre est un sage ancien. Très bien. Mais au moins, tu vois, dans cette vidéo, on peut se découvrir un peu nous-mêmes, quoi. Je suis un sage ancien, mais je suis content d'être un sage ancien, hein, c'est cool. Hein. Qui a parlé du chat? Moi, j'ai mis personne sur le chat. Ah, j'ai mis Fred, mince. Non, c'est pas moi. C'est pas J'ai moi. mis personne. C'est moi qui ai parlé du chat, c'est moi qui ai parlé du chat. C'est très Léo Constant. J'aurais dû m'écouter parce que
quand Charles l'a lu, mais je me dis, mais ça ressemble à du Léo Constant. Et par contre, quoi. ça existe déjà, je crois, cette citation. Je crois que je l'ai déjà lu quelque part. C'est une citation que j'ai entendue dans une vidéo YouTube d'une youtubeuse qui parle de beaucoup de sujets qui s'appelle Amy Story et elle évoquait cette figure et je trouvais ça intéressant. J'aurais pu partir dans une citation hyper abstraite, théorique, etc. mais j'ai voulu quelque chose de très concret et je trouve que c'est une bonne image. Ce que j'aime bien dans cette image, c'est alors que si tu l'attends calmement sur le canapé, donc le chat, il viendra peut-être te voir. Et à mon avis, le peut-être est important. C'est que le bonheur, il arrivera peut-être ou pas, mais en même temps, le problème, c'est que s'il arrive, il faut quand même être en état de le saisir. Et donc, on voit bien que ce qui nous empêche d'être disponible au bonheur, c'est d'avoir une idée trop précise de ce que c'est. Si on dit le bonheur, je sais pas, c'est l'amour dans le couple ou c'est l'argent, du coup, on va pas être disponible à tout ce qui se présente et qui ne correspond pas à cette idée du bonheur. Bah, c'était intéressant, Léo. c'est exactement ce que je voulais dire, mais vous l'avez explicité de manière beaucoup C'est plus... exactement ce que tu savais pas que t'allais dire. Et d'ailleurs, donne-moi mon livre bleu là. Allez, petite promo. Allez, la promo, la rencontre. C'est même pas une promo, c'est le cœur de ce livre. C'est-à-dire qu'au fond, la rencontre est conditionnée par le fait qu'on accueille l'inattendu. C'est être disponible à l'incertitude de qui on va rencontrer. Mais dans cette citation, il sait que c'est le chat le bonheur. C'est caresser son Non, chat. non, il dit c'est comme un chat Le sauvage. bonheur est comme un chat. Oh, j'ai honte d'être à côté de Pierre. Et d'ailleurs, il y a aussi cette idée que quand on met trop la pression, ça fait fuir en fait. Si on déclare sa flamme de façon trop insistante, ou même pour un poste, pour un job, si on le veut trop, souvent ça va nous échapper. En fait, il faut pas mettre un objectif précis parce qu'on risque d'être déçu aussi de l'atteindre. Alors attention, je dirais pas ça, mais je dirais qu'il faut avoir un rapport souple et relâché à l'objectif. C'est-à-dire, j'ai un objectif, je le vise, mais j'ai une part de moi qui a une sorte de liberté intérieure, de souplesse, et je me dis, bon, bah, j'aurais peut-être pu viser autre chose, peut-être qu'il y aura autre chose qui apparaîtra, C'est difficile. mais un rapport relâché à son attente. C'est difficile d'avoir ce rapport relâché. C'est difficile, mais moi je trouve que surtout dans notre civilisation, dans notre société de la performance, je trouve ça intéressant de parfois décentrer un peu le regard, de faire un pas de côté et de se dire... Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Léo, mais juste une remarque. Il faudrait pas tomber dans l'excès inverse de dire j'attends plus rien. Oui, bah oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens un peu dans le New Age qui disent n'attends plus rien et ça viendra. Et ben moi je pense que c'est aussi faux que de dire bats-toi et quand tu veux tu peux. Et là on revient à Pierre. Juste milieu. Le juste milieu. C'est fou le sage ancien. C'est vraiment un sage ancien. Je suis à l'ancienne, moi. Le juste milieu entre les deux excès, c'est de dire je vise un truc, j'attends quelque chose, mais je m'ouvre aussi à autre chose. Si je résume bien, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Pardon, je passe juste la petite. Si je pourrais désamorcer le truc. Non, mais en fait, je pense à ça parce que ça fait penser à André Agassi, qui est peut-être la meilleure biographie que j'ai lue dans ma vie. Ouais, Open, excellent livre. Open, etc. Qui, le jour où il est arrivé numéro 1 mondial, était hyper déçu au final. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple de Lucas, qui vient d'avoir le million d'abonnés. C'est comme si ton objectif de toute ta vie, c'est 1 million. T'arrives au million, et puis après, tu dis, ah ouais, c'est que ça finalement. Je pense que ça va d'ailleurs, c'est une bonne transition avec la troisième citation qui résume un peu ça. C'est toi pas trop le fait d'avoir 1 million, c'est plus une façon de l'avoir qui est plaisante quoi. Ah, c'est Lucas. C'est Lucas? Ah non, c'est pas moi en Ah, plus. c'est pas Lucas. Bon, bah, on va passer à la troisième. Attends juste si je peux me permettre une remarque. Vous êtes youtubeur, vous voulez atteindre des étapes et puis 1 million d'abonnés c'est une étape. Bah justement on est pile dans le sujet. Si ta manière d'atteindre ton million et de faire des choses que tu trouves toi-même consternantes, bah le fait d'atteindre ce step de 1 million va pas te remplir du même bonheur que si tu atteins 1 million d'abonnés en faisant que des choses qui te ressemblent et dont tu es fier. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs exactement pareil pour nous les auteurs de livres. Hein. Si tu fais un carton avec un livre mais que t'aimes pas ce que t'as écrit dedans, bah c'est pas pareil que si tu fais un best-seller en étant fier de ce que t'as écrit parce que ça te ressemble et que ça te dit ta vérité. On va enchaîner sur la troisième. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. C'est Ouais, peut-être. un peu classico, mais Bon, attention, là, on a tous perdu, entre guillemets. Ouais. Mais, c'est pas toi, Lucas? Non, c'est pas moi. Et c'est pas moi. Ah donc c'est la 5e personne. Donc c'est la 5e personne, c'est Juliette de la prod. Donc c'était personne, mais au moins là, ça nous a tous un peu mindfuck. Donc bon, voilà, ça c'est un peu classique. Elle est bien, elle est Ouais, bien, mais elle est intéressante. c'est vrai que c'est classique. Mais c'est un cliché qui est vrai, qui a sa vérité. C'est-à-dire qu'on voit bien dans tout ce qu'on fait que souvent, c'est ce qu'on développe comme qualité humaine, comme faculté sur le chemin qui nous rend vraiment heureux. La question n'est pas d'atteindre le résultat. C'est est-ce que sur le chemin, je me suis ouvert? Est-ce que j'ai découvert de nouvelles dispositions en moi? C'est quand même plus intéressant que d'atteindre son petit but, quoi. Mais du coup, le bonheur, quand même, là, parce que là, si je reprends un peu l'image, est-ce qu'on le vit? Parce que c'est un état, le bonheur. Est-ce qu'on le vit durant le chemin ou alors une fois qu'on est arrivé tout en haut? Alors, si tu attends d'être arrivé tout en haut pour vivre le bonheur, là, c'est la définition du bonheur comme un état. Et franchement, je pense que pour les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est hyper intéressant de se dire, moi, je vis comment le bonheur? Est-ce que pour moi, le bonheur, c'est être bien? Ou est-ce que le bonheur, c'est de marcher vers un truc qui m'excite? On pourrait prendre une métaphore, j'arrive tout de suite, Pierre. Non, c'est pas, t'as vu, Pierre, on est quatre, Pierre, t'as vu, hein? T'as d'un côté une sorte de lac, et tu dis, je nage dans le bonheur. Donc, je suis dans l'état du bonheur. Et t'as l'autre côté, la métaphore moderne, je me jette à l'eau. Ça, c'est la quête, c'est l'action, c'est le désir, c'est l'ambition. Pierre?
Le problème dans cette vision-là, c'est que souvent, dans beaucoup de domaines, on ne sait pas où est le sommet. Moi, par exemple, parce que ça, tu le sais de moi, c'est que j'aime bien connaître des nouveaux domaines. Il aime bien ouais, démarrer l'escalade. J'aime bien partir de zéro. Et là, c'est la perfection de ce niveau. Non, mais t'as même t'arrêter là, toi. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, quand ça devient difficile et que le perfectionnement devient compliqué, je prends moins de plaisir parce que mon ascension, elle est moins forte. Non, mais ce que dit Pierre est hyper intéressant. Il est tellement du côté du perfectionnement plutôt que du côté de la perfection atteinte que quand il arrive proche du but, il n'a pas envie de galérer pour faire les tout petits pas qui restent. Lui, il aime les grands pas du début. Je pense que tu te lasses vite aussi de ce que tu fais en général. C'est un vrai conseil aux gens. Hein. Il faut réussir un peu à trouver l'entre-deux parce que ça, c'est assez facile au final d'aimer ce moment-là puisque tu peux progresser très vite au tennis ou dans... Mais je peux faire une remarque quand même, c'est qu'elles sont pas mal vos définitions, mais il y a quand même un truc qui manque. C'est la qualité des relations humaines qu'on développe avec les gens au quotidien. Le chat. Oui, le chat. Ouais, le bonheur, c'est les autres. Le bonheur, c'est ma relation aux autres. Pourquoi alors Sartre disait l'enfer c'est les autres? Il était con. Il voulait montrer, il voulait pas dire que les autres sont méchants, hein, mais il voulait dire que on est dépendant du regard des autres pour savoir ce qu'on vaut et que c'est infernal comme dépendance. On est juste dépendant de la relation aux autres. Moi j'aime citer Hobbes qui disait que l'homme est un animal social. Il a placé, c'est bien. On va enchaîner parce que il est déjà 11h05, mais par contre c'est passionnant. C'est incroyable. Surtout que c'est la thématique un peu phare, le bonheur. Ouais, le bonheur. Est-ce que je peux rajouter un truc sur le bonheur marrant? Bien sûr. Et qui me permet de parler du dernier livre. Direction passée. Ouais, en fait, il y a un truc marrant, c'est qu'il y a un cliché sur le bonheur qu'on entend souvent, c'est Jacques Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est-à-dire, je suis tellement pas disponible au bonheur qu'en fait, je suis heureux, et puis à un moment, je suis plus heureux, et donc, je comprends que j'ai été heureux alors que c'est trop tard. Et ben moi, dans mon livre, j'explique le contraire. J'explique que quand on se concentre et qu'on se souvient des bonheurs passés, eh bien, on reconnaît le bruit que fait le bonheur en revenant. Et c'est une manière de dire que le bonheur, c'est aussi le souvenir du bonheur. Voilà. Franchement, vous devriez en faire un bouquin. Il y en a. Ah oui. Numéro 1 devant Sarkozy. Hein. Ah, devant Sarko? Ouais, mais devant Sarko, ouais. On enchaîne avec le bonheur ne peut apparaître qu'avec un sentiment d'absence totale de malheur et d'inquiétude. Moi, j'ai mis Fred. Hein. J'ai mis Fred, je me suis dit, sur une citation comme ça, il va aller par Je l'inverse. vous dis, c'est Lucas parce que moi je suis le dernier. Mais est-ce que je peux la développer un petit peu? J'ai l'impression, j'ai pris mon cas personnel, c'est que je me sens bien quand je me sens bien sur l'instant présent et quand je n'ai aucune vision pessimiste du futur. C'est sûrement très subjectif parce qu'on peut être inquiet de sa santé dans 10 ans, je ne sais-je. Je ne sais, Grammaticalement, c'est il y a deux fois le jeu dans sa phrase. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est plus un sentiment parce que tout le monde n'est pas apte à ressentir cette chose-là. Je comprends une fois qu'il le dit. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu une réduction du bonheur au bien-être. C'est juste le bien-être, en fait. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de malheur, donc c'est une définition un peu négative du bonheur. Maintenant, là où c'est intéressant et vrai, c'est que quand on est vraiment malheureux, quand on est en dépression, quand on est en deuil, ben on sait ce que c'est que le malheur. Et effectivement, on pourrait se dire, et c'est un peu ce que vous dites, en fait, le bonheur, c'est juste d'être épargné par le malheur. En fait, c'est plutôt, si je pose la question à quelqu'un, est-ce que là, t'as une source de malheur ou d'inquiétude, qui me répond non, j'ai tendance à croire qu'il est heureux. En tout cas, s'il arrive à percevoir ce truc-là, s'il y a ce sentiment-là. Mais c'est vrai que... Ouais. Et c'est ce que les anciens appelaient l'ataraxie, hein. L'absence de troubles physiques et psychiques. Ok, bon on va passer à la dernière qui est un peu vexante pour moi. C'est pas une citation de moi d'ailleurs, c'est une citation de quelqu'un de connu dont j'ai oublié, que j'ai pas cité. À mon avis, c'est Benjamin Franklin. Philippe Delerme, non? J'ai un hamster. Booba. Non mais en tout cas, je l'ai réécrit, mais effectivement, moi, ce qui me rend heureux, un peu, c'est un peu tous les petits trucs, c'est de pouvoir me réveiller le matin sans réveil, de pas avoir l'obligation quotidienne de me rendre au bureau et de pouvoir faire un peu ce que je veux un peu tous les jours. Si je peux me permettre une objection, cette possibilité de ces petits bonheurs, de pas avoir la contrainte d'aller chez un employeur, c'est pas un hasard. Il y a quand même un projet de vie qui se réduit pas à une somme de petits détails. Peut-être que le bonheur, c'est de réussir à vivre comme on a envie de vivre, c'est de réussir à organiser sa vie dans le respect de ce qui est important pour soi. C'est ça ce que je voulais dire. Ouais. Mais après, j'ai fait une faute de frappe et c'est comme ça et après ça s'est imprimé comme ça. C'était la suite, ouais. Ok, bah là on a fini de l'arc bonheur, mais en vrai c'est sympa. C'est un bon niveau ou c'est très enfantin ce qu'on a fait? Non, c'est bien honnêtement. On dit des choses et c'est marrant. Je pense que là la bonne transition c'est de passer à l'échec, qui résonne un peu parce que c'est le premier livre qui a buzzé chez vous, c'était Les Vertus de l'échec. Effectivement, l'échec c'est quelque chose que nous on redoute aussi, on en a parlé tout à l'heure sur la pression des abonnés, des vues. J'ai demandé à mes camarades c'est quoi notre vision de l'échec. Donc on va lire les citations, ça va être très intéressant. J'ai hâte de savoir ce que vous avez dit parce que sur ce point-là, c'est un peu un sujet peut-être plus tabou, je pense. Donc là, on va lire les 5 visions de l'échec. Alors, un échec n'est souvent pas dû au résultat en soi, mais plutôt aux attentes que nous avons eues envers ce résultat. Oh. Tellement Lucas Studio, ça.
Ensuite, ne pas être à la hauteur d'un événement, manquer de courage ou de dignité envers quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est tellement Léo Constant, ça. Ensuite, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Donc l'échec comme échec de l'audace. Ensuite, l'échec n'est pas une fatalité, l'échec n'est pas négatif, c'est une invitation à faire autrement, un message de la vie à faire autre chose qui peut-être nous rapprochera plus de notre vraie destinée. C'est la même logique que tout à l'heure. On prend le négatif. J'espère qu'il y a des petites cohérences qui vont se dessiner dans le profil. Enfin, ne pas avoir réussi un objectif que je me suis fixé, en n'ayant pas compris pourquoi je ne l'ai pas réussi, et en n'ayant retenu aucun apprentissage pour possiblement le réussir une prochaine fois. Ça, c'est l'échec radical. Ok, très bon. Bah là c'est chaud. Je trouve là c'est vraiment chaud. C'est dur. Léo, je sais où est-ce qu'il est. Bah, Léo, il a fait son paragraphe de 8 lignes. Là. Moi, franchement, j'ai l'impression que j'ai reconnu une personne par rapport à l'étape d'avant. Moi, je tentais un truc. Bon, au pire. T'es là, toi, Lucas. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je pense que Pierre, il est en haut à gauche. Ouais, j'ai mis Pierre en haut à gauche aussi. Je sais pas, ça m'est pensé un peu entre le juste milieu, entre en vouloir trop ou pas. Bah, en fait, c'est. Vous commencez à se voir dessiner la philosophie kantienne. C'est C'est le mouvement kantien. mais je te jure que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça ressemble un peu à ta vision du bonheur. Ouais, et ce qui est intéressant dans ta vision, Pierre, c'est que l'échec, c'est pas objectif, c'est mon sentiment. Parce que j'en attendais plus, et en fait, j'ai un sentiment d'échec, alors que si ça se trouve, extérieurement, les gens me disent, bah, tu devrais pas. Ah oui, bien sûr. Ou à résultat égal, deux personnes, l'une peut voir comme un échec, l'autre comme un Tout succès. à fait. Ou imaginez par exemple quelqu'un qui divorce, un jeune couple, bah, peut-être que pour lui, comme il avait une attente par rapport à l'histoire d'amour, il a un sentiment d'échec. Et ça, je trouve ça très beau, parce que c'est avec un sentiment d'échec qu'on progresse. C'est pas avec un échec objectif. Et surtout, mon sentiment d'échec, il faut que je l'écoute, car il me dit ce qui compte pour moi, et si je l'entends pas, je vais pas pouvoir réussir après. D'accord, mais on peut souvent se tromper dans son sentiment d'échec aussi. Non, parce que là, c'est personnel, du coup. C'est pas objectif. Donc si tu as un sentiment, bah, ton sentiment il est vrai. Donc si tu te sens en échec, il faut que tu manges ton sentiment d'échec, que tu l'acceptes, que tu l'entendes, parce qu'il te dit quelque chose d'important sur toi. C'est les vertus de l'échec. Exactement. Ne pas être dans le déni et de l'accueillir. C'est la thèse de mon livre en effet. Très bien, Pierre, bravo, félicitations. Deuxième citation, moi j'ai mis personne. Ne pas être à la hauteur d'un événement. Ah, mince, j'ai mis Fred Vallon. Manquer de courage ou de dignité envers quelqu'un ou quelque chose. Moi, j'ai mis Léo. C'est moi. C'est Léo? Ouais, c'est bien moi, c'est bien moi. Et en la relisant, je me trouve un peu dur avec moi-même. Celle-là, ouais, je l'ai trouvé très Mais non, bien. mais ça c'est une définition de l'échec existentiel. C'est pas l'échec d'un projet, c'est juste j'ai pas eu de courage, j'ai pas été à la hauteur. C'est vraiment le fiasco existentiel, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est sa définition de l'échec, c'est pas lui. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer que cette définition de l'échec, elle est compatible avec une réussite objective. On peut réussir un truc, mais sans avoir de courage et en étant indigne. Il y a plein de gens qui réussissent comme ça. C'est vrai. Donc moi j'aime bien cette définition. Elle est radicale, mais elle est forte. Mais il met pas ça. Il y a pas la notion d'objectif là-dedans. Non, parce qu'il peut tout à fait atteindre son objectif, mais sans être à la hauteur de l'événement, sans être courageux et en n'étant pas digne. Ouais. Et pour moi, du coup, ça a pas Et il y de. a plein de gens dans les entreprises, ils atteignent leur objectif, mais ils ont manqué de courage, ils ont juste été pleutres et ils ont fait comme il fallait faire. Donc c'est tout à fait possible d'atteindre son objectif et d'avoir ce sentiment d'échec-là. Merci, vous m'avez enlevé un poids des épaules parce que je pensais que j'avais merdé un petit peu avec cette définition et au final, vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Il y a une sorte de fidélité à toi-même, de l'image que tu te renvoies de toi-même. Ouais, qui est plus importante que le résultat lui-même. Ouais, d'ailleurs, si je peux me permettre, Léo, de reformuler, là, ce que vous dites, c'est que l'échec, c'est une infidélité à celui qu'on devrait être. C'est ça que vous dites. Ça, c'est pas mal, ça. Attendez, parce que faut que je le note quelque part. C'est totalement ça. C'est exactement ça. Ouais, j'aime bien, bravo. Ensuite, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Je vois ce qu'il veut dire, mais c'est pas le plus grand échec pour moi. Je crois que c'est personne, ça. Hein. Je sais pas moi non plus. Non, je crois que c'est personne. En tout cas, parfois, on ose, on se plante, et effectivement, on n'a pas de sentiment d'échec, parce qu'on dit, au moins, je l'ai tenté. Mais est-ce que c'est le plus grand échec? Non, c'est pas le plus grand, tout à fait. Le plus grand, c'est plutôt de se trahir soi-même. Le plus grand échec, c'est ce qu'a évoqué Léo. C'est de se sentir pas à la hauteur de la personne qu'on devrait être. Ça, c'est un vrai sentiment d'échec. Ça va un petit peu aussi avec ma notion. Enfin, Très bien. Quatrième phrase. L'échec n'est pas une fatalité, l'échec n'est pas négatif, c'est une invitation à faire autrement, un message de la vie à faire autre chose qui peut-être... Bah, ça ressemble à de la philosophie studienne. Reprendre le négatif pour donner une définition. Et pourtant, c'est Fred. Et c'est tellement vendlongien. Mais en fait, moi, je me dis un peu ça avec YouTube. Je me dis, bon, voilà, si YouTube, ça marche pas, c'est que... Mais en plus, je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça arrive plein de fois. Enfin, des gens qui voulaient être chanteurs et qui, au final, deviennent bien sûr, Picasso. Enfin, bref. Et donc, moi, là, je m'explique un peu là-dessus. Je me dis, bon, si jamais ça n'a pas marché, d'ailleurs, j'ai eu plein d'échecs professionnels aussi, ça m'a un peu dévié de ma trajectoire.
mais en fait ça m'a dévié, ça m'a fait rencontrer Pierre et ensuite on a travaillé ensemble, on a créé la boîte, etc. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas une fatalité. Non, j'aime bien ce message positif, à savoir on peut en faire quelque chose d'intéressant, on va rebondir, mais parfois il y a des gens qui vont trop loin dans la vision positive de l'échec en disant oui, chaque échec est un message, chaque échec est une chance. Oui, effectivement, non, voilà, j'ai pas le côté développement personnel de cette phrase, c'est plus moi l'échec, je le vis et je le prends et un échec c'est un échec, c'est pas un échec, c'est positif. Ce que je veux dire, c'est que le sens de l'échec, c'est vous qui allez le donner. C'est juste ce que je voulais dire. Bon voilà, ça c'était moi les gars. Et dernière, très studien. Alors déjà, je formulais la première personne, ça c'est une erreur. Ne pas avoir réussi un objectif que je me suis fixé en n'ayant pas compris pourquoi je ne l'ai pas réussi et en n'ayant retenu aucun apprentissage pour possiblement le réussir une prochaine fois. Mais moi, je suis pas d'accord, vous avez dit que c'était très négatif, je trouve au contraire c'est positif. Il suffit d'avoir compris pourquoi on l'a raté. Tout à fait. Et déjà, c'est finalement pas un échec, ça se transforme en apprentissage, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est juste que tu l'as formulé de manière négative. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est pas une vision un peu bisounoursienne? C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'apprends un mini truc, même le gros échec, il m'a appris un truc, donc c'est pas un échec. Bah oui, moi je suis d'accord avec moi-même. J'aime bien la remarque de Pierre qui vise à dire attention, arrêtez de positiver. Il y a des échecs qui sont tellement violents qu'on n'en apprend rien. Il y a des échecs après lesquels on se suicide. Donc c'est vrai que c'est peut-être une vision un peu trop positive quand même. Et si vous me permettez, c'est que moi, je prends l'exemple avec mes vidéos YouTube. Admettons, je sors une vidéo qui ne marche pas du tout. Je me dis c'est vraiment un échec si elle marche pas, que je sais pas pourquoi elle n'a pas marché et que la prochaine fois je ferai la même chose et que ça marchera Ouais, pas. bien sûr. Non, mais non, ce qui est intéressant, c'est que là où vous avez raison, c'est que l'échec qui va se répéter à l'identique. Et d'ailleurs, vous savez, quand on dit l'erreur est humaine, la suite de la phrase, c'est l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. Ça veut dire qu'en fait, c'est normal d'apprendre de ses erreurs, mais le problème, c'est que si tu n'apprends pas de tes erreurs, que tu les répètes à l'identique, t'es vraiment pris dans un truc infernal, donc diabolique. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir sur les 5. Est-ce que quand vous vivez un échec, que ce soit personnel, professionnel, vous arrivez à avoir assez de recul et de lucidité pour au contraire le vivre le plus positivement possible? Alors oui, mais d'abord, j'accepte que ce soit désagréable. Je ne suis pas dans l'empressement d'en tirer un apprentissage positif. Ça, c'est important. Donc pour vous, il y a une vraie phase de deuil entre guillemets, parce que Lucas, il a pris l'exemple d'une vidéo YouTube, ce qui peut un peu être impalpable, mais il y a des personnes qui vivent des choses très très dures. Comment ces personnes peuvent accepter l'inacceptable pour aller de l'avant, etc. Bien sûr. Alors je l'explique dans mon livre Vivre avec son passé, c'est que quand il y a des choses très douloureuses, on peut ne pas avoir le choix et être obligé d'éviter d'y penser pendant un certain temps pour se reconstruire, emmagasiner de nouvelles expériences heureuses et aller de l'avant. Mais viendra le moment où il faudra se confronter à ce passé. Mais c'est peut-être pas tout de suite. Il y a une question de timing, quoi. Il y a un temps pour tout. C'est quoi la méthode que vous citez dedans, Bocquet Ah oui, il y a la méthode Brunet. Brunet, pardon, Brunet, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est revivre des choses très très douloureuses. Ouais, tout à fait. Pour s'habituer à l'émotion négative qui est associée à l'épisode douloureux et finalement mieux le supporter. Mieux vivre avec, en fait. On va enchaîner avec le prochain sujet. Alors je sais pas qui a dit cette phrase, le beau est bizarre. C'est qui? Baudelaire. Ah voilà. Le beau est toujours bizarre. Le beau est toujours bizarre et en fait on a du mal à l'expliquer, on a du mal à se justifier. D'ailleurs c'est peut-être ça qui est beau au final. Et j'ai demandé justement à mes camarades de classe philosophes du jour d'envoyer une photo qui pour eux représente la beauté. Première photo, ce serait pas le Palais des Glaces à Versailles? Si, ça y ressemble. Ça va être ça. Première réponse dans Google Images sur beauté, bâtiment. Ensuite, nous avons un sous-bois traversé de soleil. Oh, très Seigneur des Anneaux. Je vous propose de voir les chaussures de Léo pour voir que c'est adapté à ce type de surface. Ensuite, oula, déco de Bobo. Ah, c'est en bas de chez Pierre, c'est juste à côté de chez Pierre, ça, je reconnais très bien. C'est pas vraiment bobo, hein. C'est... Non, c'est en tout cas, ça c'est la beauté. La beauté, très bien. Tu sais qu'il a des belles dents. C'est Robin Williams. C'est hein Robin Williams. je Robin crois, ouais. Williams, ouais. Et là, on a la beauté Oh de là regarder ensemble quelque chose, c'est ça? Pas mal de clichés là. Hein. Waouh, mais par contre, c'est 5 visions qui sont totalement différentes. Bah non, parce que les personnes âgées regardent le bois au final. Ils sont dans le bois là. Peut-être juste une remarque avant que vous essayiez de savoir qui est qui. Il y a qu'est-ce qui est beau et il y a qu'est-ce que ça me fait quand je trouve que c'est beau. J'ai l'impression que là, vous avez mélangé les deux sujets. Parce que là, est-ce que vraiment je vais avoir une expérience esthétique devant ça Trop la honte, celui qui a dit ça, trop la honte. Ça, c'est juste joli, quoi. C'est intéressant. Est-ce que la beauté nécessite-t-elle forcément une dimension esthétique pour être définie? C'est-à-dire que soit on définit la beauté par elle-même, on dit que c'est des proportions, des critères, soit on définit la beauté uniquement par le sentiment qu'elle crée chez ceux qui la contemplent. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve », c'est un de mes premiers, il y a très longtemps. Ah, je connais pas ça. Et ce qui m'intéresse, c'est l'expérience esthétique. C'est qu'est-ce qui se passe quand je dis que c'est beau. J'ai envie de partager, je me sens vivant, j'ai pas besoin de comprendre. Il y a quelque chose de mystérieux. Je pourrais faire la préface du prochain livre. La préface, carrément. On en parle après le tournage. On en parle après. On en parle après. Léo, il a fait ça. En fait, pour moi, là, il y a des évidences, mais c'est... Fred, c'est évident. Pierre, son petit resto en bas à gauche, on l'a capté. Pourquoi Fred, c'est évident? La moitié de tes vidéos, il y a un décor de château derrière.
Oui, c'est vrai. Prends un beau décor, ok, on réserve un château. Non mais c'est vrai, il a raison. Bon bah première image, effectivement, effectivement c'est moi. Je passe là. En plus le dernier Secret d'Histoire que j'ai regardé, c'est sur Louis XIV et sur Versailles, sur la création de Versailles. Ouais, j'aime bien l'esthétisme des châteaux. C'est hyper beau de dire ça. Non, alors, ça peut être beauf comme ça peut être très... Bon, non, c'est pas beauf. C'est pas beau du tout. mais dire j'aime bien les châteaux, ça peut être naze. Non. Mais si tu t'y intéresses vraiment, c'est joli. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dans cette beauté-là, il y a des valeurs. C'est-à-dire que la beauté, c'est pas que superficiel, c'est pas que des couleurs et de la lumière. Là, il y a des valeurs. Mais est-ce que vous trouvez que ça aussi, c'est beau? Je pense que à droite, je vais faire l'expérience du beau, et peut-être ça va être une belle expérience agréable. Mais effectivement, ce que je trouve de beau, de puissant, c'est vraiment les lustres, les miroirs, les peintures de la Renaissance. C'est l'art, et c'est surtout que quand je regarde ça, je pense que je peux rester des heures à traverser la galerie des glaces du château de Versailles. Parce que du coup, ça pose une question qui est qu'est-ce qui est le plus beau? Est-ce que c'est la beauté culturelle ou la beauté naturelle? Pour Kant, c'est la beauté naturelle qui est plus belle parce qu'on est plus libre face à elle. Et pour Hegel, c'est la beauté de la culture qui est plus belle parce qu'il dit au fond, même la croûte d'un petit peintre du dimanche, elle sera toujours plus intéressante qu'une beauté naturelle parce qu'il y a dedans l'esprit de l'humain. Il y a l'expression. C'est ça que vous voyez. Ouais. Donc ça, c'est l'expression un peu de Louis XIV et de son époque. Ça représente plein de choses. Voilà, donc c'était moi, vous avez tous trouvé. Très Fred. Le bois, moi j'ai mis... mais c'est pas Léo. Ouais, j'ai mis personne au final. Non, mais moi c'est personne, je pense. Personne. J'ai hésité, pour être honnête. Mais par contre, alors moi, si je peux me permettre, pourquoi vouloir toujours opposer deux notions? Et là, pourquoi ce débat entre beauté naturelle et beauté culturelle? Alors, très bonne remarque. Dans mon livre, Quand la beauté nous sauve, j'ai cassé cette distinction. Il y a un livre sur tous les thèmes. En expliquant qu'il y avait un invariant et que ce soit devant cette beauté-là ou celle-là, il y a dans l'émotion esthétique une intensification de ma présence au monde. Prends un café. Bah, dans mon livre sur le café. C'est une bonne vanne. Non, et vous avez combien de livres? Combien j'en ai écrit? Ouais. 16. Ensuite, on a cette table très crossienne. Très crossienne. C'est très crossien. Je suis désolé, Pierre, c'est sûr, c'est toi. Bah, bien sûr que c'est moi. Je me suis senti un peu hors sujet quand ça a été défini tout à l'heure. Ouais. J'explique ma vision et là, j'ai fait un petit crochet. C'est que je me suis dit, je vais apporter ma vision. C'est moi qui ai pris la photo. Et c'est important pour moi parce que du coup, je revis une expérience d'un moment que j'ai trouvé joli, même si c'est pas vivant. Il y a plein de valeurs que j'aime bien. Le repas, le moment entre amis, le soleil, la musique. On voit plein d'éléments qui font que je trouvais ça beau. Et j'ai pas, si j'avais pas pris cette photo moi, j'aurais trouvé moche. Enfin, j'aurais trouvé quelconque. Je te confirme. La beauté vient de toi. La beauté vient Bien de ton sûr, œil. mais la beauté, c'est l'iPhone Ouais, c'est l'iPhone en plus. Non, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que derrière ça, il voit ce qui lui plaît comme valeur dans la vie. C'est sa beauté. Très bien. Il manque le vin. Ensuite, on a Robin Williams. Du coup, je pense que c'est Léo. C'est moi. Alors, je sais pas si je suis hors sujet, si j'avais pas bien compris la question, mais c'est pas grave, j'apporte ma réponse. J'allais partir sur un château ou un espace vert comme ça, la nature. Et je me suis dit, j'avais envie d'avoir peut-être quelque chose de différent et d'imager la beauté humaine. Quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je trouve le plus beau chez l'homme, c'est un sourire, un rire spontané, saisi sur le moment. Et Robin Williams, c'est un des artistes que j'aime le plus au monde. Donc j'ai choisi lui parce que je trouvais que cette photo, elle illustre parfaitement la pureté et la beauté d'un rire humain. Voilà. Mais dans ce cas-là, il y a du cœur aussi. C'est une façon de dire, on va pas réduire la beauté à la question esthétique, on va la tirer du côté presque moral, du côté du cœur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à ça pour dire, attention, la beauté, c'est justement un moment où on est libéré de la question morale. On peut trouver beau quelque chose d'horrible. Baudelaire, il montre la beauté d'une charogne, mais vous choisissez plutôt de dire que ce qui est beau, c'est l'humain, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais ok. Et du coup, on est sur la dernière qui est studien pour le coup. Non mais je vous dis pourquoi, c'est que pour moi c'est pas l'image qui est belle, c'est l'interprétation de l'image. Oui, voilà. Bien sûr, c'est comme Léo. Ouais. Excusez-moi s'il vous plaît, c'est pas l'image en elle-même, c'est plutôt l'interprétation qu'on en fait de qu'est-ce qu'il regarde, qui objectivement paraît beau, parce que si ça arrive à surprendre, à rendre heureux des personnes âgées qui ont vécu énormément de choses, qui ont vu énormément de choses dans leur vie, ça me paraît objectivement beau ce qu'ils voient. Après chacun fait l'interprétation de qu'est-ce qu'il montre, un oiseau, la forêt ou je sais pas quoi, mais c'est le contre-champ de la photo qui représente la beauté quoi. Et puis ce qu'on voit aussi dans cette photo, c'est deux choses importantes dans le rapport à la beauté, la surprise et l'émerveillement. C'est vrai qu'en général, si on n'est pas surpris, on trouve pas ça beau. Si on vous dit d'aller au musée d'Orsay pour voir tel tableau, que le tableau il est exactement comme on vous en a parlé, vous n'allez pas le trouver beau. Et puis il y a l'émerveillement devant la beauté. En fait, ce que vous nous montrez là, c'est pas la beauté, mais c'est comment on est devant la beauté. Exactement. Et là, il y a un truc que dit Kant, l'ami de Fred, Kant, quand je dis c'est beau, je dis pas moi je trouve ça beau. Je dis c'est beau. Ça veut dire j'ai envie de partager avec quelqu'un. J'ai envie qu'on soit d'accord devant la beauté. Ça nous amène à une belle idée qu'on a des désaccords, des différences culturelles, sociales, générationnelles, mais que peut-être la beauté nous promet qu'on pourrait être d'accord. On le sera peut-être pas, mais il y a une promesse de communion et d'émerveillement.
Waouh. Franchement bien. Je savais pas que t'avais voulu dire tout ça. Hein. Pas à ce point-là quand même. On passe à la dernière thématique qui du coup est d'actualité pour vous, en tout cas Charles, c'est... Bah non, ça peut pas être d'actualité. Ah oui, c'est le passé. Ah oui, pardon, ouais, c'est le passé. Non, mais c'est le passé parce qu'effectivement, votre dernier livre, qui fait un carton devant Sarkozy d'ailleurs, on le rappelle, Vivre avec son passé d'ailleurs. Donc du coup, j'ai questionné là mes camarades de classe, c'est quoi le rapport qu'on a avec le passé, comment on vit le passé. Et je vous propose qu'on découvre les réponses Ça va être intéressant. des élèves. Alors, le passé fait partie de nous, de notre identité. Même s'il n'est pas contrôlable, il est à disposition pour que nous puissions nous en servir, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour en faire une force ou malheureusement une faiblesse. C'est stylé, je sais pas que c'est stylé. Ça finit par une note un peu négative, hein, attention quand même. Ensuite, j'ai un rapport au passé assez extérieur. Je ne m'attarde pas trop à être fier de mes réussites et frustré ou déçu de mes échecs. Je vois mon passé à la troisième personne et j'essaye d'écrire avec l'avenir la meilleure histoire possible à ce personnage. Oh, c'est beau. Wow. Ok, Flaubert, ok. Le passé est une accumulation de souvenirs et de moments de vie qui m'ont forgé dans le présent et qui me guident dans le futur. Je pense qu'on a tous été bons. Hein. Vous êtes en tout cas bien lâchés sur le passé. Le passé est une période qui amène de la nostalgie, de la tendresse, mais aussi l'angoisse de ne jamais pouvoir le changer. C'est bateau Eh, ça. en tout cas, Charles, je suis certain que vous ne serez pas d'accord avec cette phrase. Pas tout à fait d'accord, exactement. Enfin, rapport complexe, source de rumination, de frustration, parfois de tristesse, mais aussi de joie. Le passé est un livre de chevet qu'il faut éviter de parcourir frénétiquement, mais sans avoir peur de l'ouvrir de temps à autre pour relire un passage ou deux. Oh, alors ça j'aime Pas beaucoup. mal, pas mal. En tout cas, avant de voir qui est qui, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours l'idée que de mon rapport au passé dépend mon rapport au présent et à l'avenir. Aucun de vous quatre ne tombe dans l'illusion que j'appelle l'illusion moderniste, qui est de dire oui, on s'en fout du passé, allons de l'avant. Au moins, vous faites pas cette erreur-là. Merci la team. Effectivement. Bah alors là, c'est très compliqué parce qu'effectivement, déjà, nous, on se connaît pas tous depuis. Moi, je connais Pierre depuis 14 ans. Ouais, quand même. Vous avez un passé commun, quand même. On a, ouais, on a un passé Ils ont fait commun. un bout de chemin ensemble quoi. C'est vrai, on a déroulé du câble. On a bourlingué un peu, ouais. Oh, les beaufs. En tout cas, il y en a qui se sont dépassés hein, sur certaines définitions. La première, j'aime beaucoup. La deuxième. La quatrième, non, je suis pas fan. Le passé est une période qui amène... Ouais, je sais pas. Pierre, je l'ai tellement, c'est un truc de fou. Moi, Lucas, je suis sûr de l'avoir. Ah ah, un suspense après la pub. Qui me guide dans le futur, ouais, c'est du Léo ça. Non, c'est plutôt studien, je pense, mais... Déjà, quand tu commences une phrase par rapport complexe, je pense, si t'es pas JetPT qui est. Enfin, ChatGPT, c'est bon? Ah merde, j'ai mis toi Fred. Bah, laisse-le, hein. 3, 2, 1. Attends, change tout. Oh putain. Ah, il change tout. Il a triché. Il a triché, la couleur. Bah, c'est comme Strict Rosien ça. Vous avez fait un livre sur la triche ou pas? Non. Je vais refaire à Pierre en tout cas. Voici là les résultats. Sur la première, Alors, la première idée est quand même intéressante. C'est vrai que le passé fait partie de notre identité. Ce qui est sûr, c'est que ce que je suis, ça tombe pas du ciel. C'est le résultat de mon histoire. Mais en même temps, quand on a dit ça, il faut pas non plus penser que cette identité, elle est figée. On pourrait résumer ça d'une phrase. C'est que oui, je suis ce que mon passé a fait de moi, mais je ne suis pas simplement cela. En fait, je peux ressaisir mon passé et mon histoire de plein de manières différentes en allant de l'avant. et ça c'est moi. Alors je vais m'expliquer, c'est que je dis aussi qu'il est incontrôlable le passé. Parce que Ouais. des fois, on a envie de tourner la page, d'oublier des moments douloureux. Et en fait, de manière un peu incontrôlable, il revient, il ressurgit au moment où on l'attend pas et au moment où on n'a pas envie qu'il revienne. Ce qui est sûr, c'est que le passé revient souvent quand on l'a pas décidé. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que c'est pas contrôlable, parce que plus vous le regardez en face, et moins il va revenir vous déranger dans les moments que vous n'avez pas choisis. Donc on peut quand même, peut-être pas changer le passé, mais changer beaucoup des traces que le passé a laissées dans notre cerveau. Et on peut réussir du coup à avoir un souvenir agréable d'un moment qui était désagréable. Ouais, c'est souvent le cas. La mémoire est une reconstruction. Hein. C'est jamais objectif. À chaque fois qu'on se souvient, on réécrit en partie le souvenir. On va chercher le souvenir dans la mémoire de long terme. Il voyage dans la mémoire de court terme, qui s'appelle la mémoire de travail. Il est retraité et après il est rebalancé dans la mémoire de long terme. Il a été modifié. Donc ce souvenir, c'est toujours réécrire l'histoire. Ce qui fait que sur un événement, on va dire négatif, sur lequel on a associé une émotion négative, on peut le retravailler pour y associer une émotion positive. Quand même pas positive, mais on peut le retravailler Mais moins pour traumatisant. s'habituer à l'émotion négative et qu'elle soit moins désagréable. Je sais que par exemple, il y a des thérapies pour des personnes qui ont été victimes de certaines choses où on leur fait relire cet événement en leur disant vous n'avez pas été victime ou essayer de sortir la personne de la posture de victime qu'elle a intériorisée. Par exemple, ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est un exemple parmi d'autres. On peut voyager dans le passé de plein de façons. On peut intervenir dans les souvenirs de plein de façons. En fait, on peut changer plein de choses dans le passé. Et ça, c'est quand même assez nouveau de le comprendre. Très bien. Ok, ben, phrase numéro 2. Moi, j'ai mis Lucas. Moi j'ai mis Pierre. Ah non. J'aurais aimé que ce soit moi. C'est Pierre? Ouais, c'est moi. Oh! Bravo, Pierre. Là, j'ai pris un peu, encore une fois, un contre-pied, c'est que j'ai parlé de mon expérience à moi. Je donne pas une définition généraliste comme je l'ai fait sur les premières thématiques de cette vidéo.
Mais c'est qui ce personnage? Il parle à la troisième personne, hein. J'ai fait quelque chose de personnel, mais après, c'est peut-être pas la bonne définition. Bah, en tout cas, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est l'idée que je vais écrire la meilleure histoire possible avec ce passé. En revanche, c'est bien de pas s'identifier à son passé, mais quand vous dites un rapport assez extérieur, je trouve que ça va un peu trop loin. C'est quand même votre personnalité qui s'est développée au fur et à mesure de ces épisodes du passé. Donc un rapport extérieur au passé, ça me paraît un peu dangereux. Et peut-être que Pierre, toi, tu voulais t'extraire de ça pour le visionner un peu à la troisième Ouais, c'est personne. ça. C'est pour ne pas avoir à juger son passé, à se dire j'ai fait ça mal, j'ai fait ça bien. Si on regarde le passé de quelqu'un d'autre, on est assez neutre et on peut... Oui, je trouve qu'il y a une belle idée, c'est de prendre de la distance. Ça permet d'éviter d'être crispé, d'être dans la crispation identitaire, d'éviter de ressasser, d'éviter de ruminer, mais ça reste votre passé quand même. Donc votre histoire et ce dans quoi s'est développée votre personnalité. C'est pour ça que je raccroche à l'avenir. Je prends tout ce passé et je me dis, il y a ce personnage qui est là, qu'est-ce qui va faire que l'histoire va être la plus belle possible? Dans ce cas-là, il y a un concept de Bergson qui dit la même chose que vous, c'est la récapitulation créatrice. Je récapitule mon passé, mais de manière créatrice en allant de l'avant. Voilà, vous êtes bergsonien, Pierre. Je m'en doutais. Et ça, je trouve ça cool comme façon de voir la vie. Le troisième personne, ça fait prendre du recul un peu sur tout. Et tu le racontes un peu comme si c'était un personnage de série, ça un peu. Ouais, exactement. Code Quantum. Hâte de voir la prochaine saison. Voilà, ouais. Code Quantum, il est arrivé dans la vie de quelqu'un et il devait faire avec. Comme Martin Matin, lui, c'est un métier différent chaque matin. Ouais. Mais juste une remarque, en fait, on peut tout à fait avoir cette subtilité humaine de regarder son passé comme si c'était celui d'un autre, tout en sachant que c'est le sien. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est mieux quand même, Ouais. parce que sinon c'est presque déresponsabilisant de se dire Exactement. c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. On enchaîne avec la troisième phrase. Le passé est une accumulation de souvenirs et de moments de vie qui m'ont forgé dans le présent et qui me guident dans le futur. Alors ça, je vais vous dire un truc, avant de savoir qui c'est une très bonne définition. Et ça permet de comprendre que la fonction de la mémoire n'est pas simplement de conserver le passé, c'est pour imaginer comment va être l'avenir en fonction des souvenirs que vous avez qui vous donnent des indices. Donc la mémoire est une faculté de prédiction de l'avenir. Et c'est ce qu'il y a écrit là. Lucas? Ouais, c'est moi. Bah, merci, ça fait plaisir. Ah, là, elle est très Merci belle. beaucoup. Elle est vraiment très belle ta phrase. Et ben merci, je suis content. Elle est surtout vraie. C'est-à-dire que, évidemment, que vous êtes forgé par votre passé et que vous ne pouvez pas aller de l'avant sans savoir qui vous êtes et sans savoir de quel passé vous venez. Vous êtes l'enfant d'une histoire et vous allez aller de l'avant avec tous ces souvenirs. Ce qui va un peu à contre-courant de ce que disait la Reine des Neiges dans sa chanson, parce que en fait c'est quand même une chanson qui a fait 450 millions de vues et elle dit le passé est passé. Donc moi j'ai écouté beaucoup cette chanson. Yann Sossi, il a dit ça, je sais que le passé, c'est le passé. Elle dit le passé est passé, mais je suis pas d'accord avec ça. Le passé. Alors, la Reine présent des et Neiges, futur. c'est qui l'autre référence? C'est Yann, c'est un chanteur, mais faut pas le prendre. Il dit je sais que le passé, c'est le passé, mais à 14 je peux me confier. Enfin, Ouais, mais dans ce cas-là, je préfère Kerry James qui dit « Je porte les traces de mon passé ». Et moi, j'ai écrit mon livre pour dire ça. Le passé, ça n'est jamais du passé. Ça persiste dans le présent, de mille manières. Les regrets, les remords, les schémas de vie implicites, les perceptions, les habitudes, les goûts. Tout ça, c'est la présence du passé. Donc la Reine des Neiges, elle a peut-être été très écoutée, mais elle a dit quelque chose de faux. Après, le passé, c'est le passé, ça reste quand même. Si on parle de conjugaison, par exemple, elle a raison. Hein. Non, c'est puissant, c'est puissant. Ensuite, bah moi je voyais Léo là-dessus. Le passé est une période qui amène la nostalgie, de la tendresse, mais aussi de l'angoisse. C'est ChatGPT, ça. Non, c'est ChatGPT, ouais. Et Léo, du coup, toi c'est toi le dernier. Ouais. Rapport complexe. Ouais, rapport complexe. 2 points. 2 points. Ouvrez les guillemets à la ligne. Non, bah, j'ai voulu commencer sur un truc un peu réaliste, un peu peut-être pessimiste et terminer quand même sur une note équilibrée en disant qu'il faut pas avoir peur de se confronter à son passé, mais il faut pas non plus passer son temps à se plonger dans le passé. Tout à fait, Parce que ouais. moi j'ai tendance à faire avec les ruminations. Alors moi, j'aime bien, d'abord, le mot de rumination est important, parce que le risque du mauvais rapport au passé, c'est la rumination. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas le parcourir frénétiquement. Il faut être curieux. Je vais voir des choses intéressantes sur ce qui m'a rendu heureux, mais si je suis frénétique et que j'y cherche des clés, des réponses, je vais me planter, parce que les souvenirs sont des fictions. En gros, il n'y a pas de vérité objective dans le passé. Il y a juste une somme d'indicateurs que je dois déchiffrer. C'est ce que vous écrivez là, hein. Je l'ouvre de temps en temps, mais surtout, je suis détendu, je suis souple, je suis critique. Il y a de la douceur, en fait. J'aime bien cette douceur. Très imagé, comme le chat. Donc, Comme le chat, effectivement, comme le on chat, aurait- comme le chat. On aurait pu te retrouver là-dessus. Messieurs, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Déjà? Ouais. C'est hyper intéressant. Vous avez pas l'impression que c'est passé en 10 minutes c'est alors trop que bien. ça fait Non, mais presque 2 Le heures. passé, c'est le passé. Non, le passé. On oublie, hein. Récap des points qui s'affichent pour savoir qui a gagné trouvé. Qui a gagné la philosophie? Égalité entre Léo et Pierre. Oh là là. Avant de vous remercier, je voudrais remercier mes philosophes du jour. On a fait ce qu'on a pu, hein. Ah, c'est trop bien. C'était captivant. J'avais envie de faire des vannes et je me suis retenu aussi parce que je suis mauvais aussi en vannes. Mais, Et même pour les gens qui regardent cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, même voilà, que ça vous a donné envie un peu de vous ouvrir à des questions philosophiques, des questions existentielles. En tout cas, je vous invite à découvrir le travail de Charles si vous le connaissez pas. Je pense que vous l'avez adoré aujourd'hui, même vous qui ne le connaissez pas aussi. Ouais, et puis c'est pas, comme on disait un peu au début, la philosophie, c'est pas une matière. Moi, j'ai pas un souvenir justement très agréable de cette matière-là à l'école.
mais c'est très très académique. Parce que c'est la manière dont on l'enseignait. Justement, moi j'ai découvert Charles à travers son podcast qui est très bien, qui est une philosophie pratique. Et du coup, c'est facile en fait. C'est facile de comprendre les concepts. Et Charles, on vous retrouve en librairie. Ouais, avec plaisir. Surtout avec votre dernier livre. Cerdos. Vivre avec son passé et surtout plein d'autres livres. Est-ce que vous voulez conclure par quelque chose ou par exemple donner aux jeunes l'envie de s'intéresser à la philosophie Oui, c'est ça. Bah écoutez, je vous dirais juste une citation pour conclure que j'aime bien du philosophe. Oui. Et qui est à mon avis intéressante pour les jeunes qui vous écoutent et peut-être c'est ce que vous avez fait avec vos chaînes YouTube. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. J'aime bien. Très bien. Fin de vidéo. Merci. Fin de vidéo. Merci ciao, ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.